C'est avec plaisir que j'accueille Dr. Éric Noterbert qui a accepté à la dernière minute. Je n'avais pas le bon courriel, en fait, quand je l'ai invité. Alors, merci beaucoup, Éric. Éric est urgentologue au CIUS du nord de l'île de Montréal, professeur agrégé à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il est aussi membre du conseil d'administration et ancien vice-président de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement et président du comité environnement de médecins francophones du Canada et du comité environnement de l'Association des médecins d'urgence du Québec. Moi, ça m'a toujours fasciné. C'est un être convaincu et convaincant. Il est impliqué au fil des ans là, dans plusieurs projets environnementaux, puis il multiplie les implications pour la cause de l'environnement et invite les médecins à agir devant l'urgence climatique et être des acteurs sociaux. Donc, vraiment, là, il y a beaucoup travaillé à sensibiliser le milieu médical. Et sa mission est de sensibiliser et d'informer les médecins décideurs et autres acteurs du réseau de la santé pour que de plus en plus de personnes désirent agir afin de participer à sauver la planète. Il a reçu cette année le prix rayonnement du département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Alors, c'est un grand plaisir. Éric, je te cède la parole. Merci Cathy, merci pour l'invitation. Ça me fait grand plaisir d'être là aujourd'hui. Je vais juste voir si je peux vous partager mon écran. Je vais vous parler un peu du hiatus qu'il y a entre la recherche, entre toutes ces données-là et la réalité clinique dans le fond. C'est vraiment une perspective de clinicien et non de chercheur dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt si ce n'est d'être membre de différents ECA et différents OSBL. Et ce qui m'intéresse particulièrement, dans le fond, c'est les vagues de chaleur et l'impact des îlots de chaleur dans nos milieux et la morbidité, la mortalité secondaire. Rapidement, vous le savez que pour ce qui est des vagues de chaleur, il y a au moins une douzaine de définitions dans le monde. Celle au Québec et au Canada, on y est habitué, donc 3 jours consécutifs avec des températures minimales de 33 et des températures nocturnes minimales de 20 ou de nuit avec des températures nocturnes au-dessus de 25. Environnement Canada a une définition un petit peu différente et en fait, ce qui va se passer selon les prédictions, c'est que nos vagues de chaleur vont être plus longues et plus intenses dans les étés à venir. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la mortalité et de la morbidité? C'est un snapshot, une petite photo de Sydney en une journée. Vous voyez ici, on parle d'une vague de chaleur importante, donc au-dessus du 95e, 99e percentile, et on regarde la mortalité. Donc, mortalité sur une journée à Sydney, de toute cause, cardiovasculaire, maladies ischémiques, respiratoires, diabète, insuffisance rénale, problèmes psychologiques, psychiatriques et problèmes rénals. Donc, il y a une augmentation de la mortalité qui n'est pas toujours statistiquement significative, mais souvent elle l'est. Le problème qu'on a, c'est quelle va être la définition d'une vague de chaleur. Alors, une méta-analyse qui date de l'an dernier, si je me rappelle bien, de 400 communautés, 26 au Canada, donc 400 villes et villages dans 18 pays, et on regarde différents percentiles et différentes durées de vagues de chaleur de 2, 3, 4, 5 jours, et on se rend compte que la mortalité augmente, et jusqu'à quelques jours après la vague de chaleur. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'association avec la mortalité et la morbidité est plus élevée dans nos climats modérés. Et il y a différentes hypothèses qui expliquent ça. Ce n'est pas tout à fait clair encore. Et par exemple, ici, nous, on est à la latitude, disons, de Montréal, par exemple, dans le moderately hot, moderately cold au nord du Québec. Et vous voyez ici, si vous avez une vague de chaleur au-dessus du 90e percentile pendant 2 jours, la hausse de mortalité, on va regarder la flèche verte ou bleue, est légèrement élevée. Mais si on parle de quelque chose, une température de plus du 97e percentile pendant 4 jours, là, la hausse de mortalité est significative. Alors évidemment, depuis 2018, on avait eu un choc. À l'été 2018, ça faisait les manchettes. La canicule fait plus de 90 victimes au Québec. C'est une photo de ce qui s'est passé au Québec au niveau mondial. On estime qu'il y a un minimum de 38 000 décès secondaires simplement à la chaleur chez les plus de 65 ans. Et en Europe, où évidemment, ils ont eu quelques grandes vagues de chaleur, on estime que la surmortalité lors de vagues de chaleur de canicule est de l'ordre de 10 dans une année moyenne de vagues de chaleur et 15 dans les pires années. Et évidemment, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Alors, les vagues de chaleur ont
plus précisément, elles sont plus longues et plus sévères. Alors, vous regardez dans la région de Montréal ici, c'est en 2018, donc 7 jours. Et plus on va au nord, plus la vague de chaleur est de durée moindre, de quelques jours. Et évidemment, on a déjà vu, François nous a partagé des photos, ça ressemble un peu à la même photo. Donc, les îlots de chaleur, c'est les îlots où il y a plus de pollution, il y a nos autoroutes et nos espaces très minéralisés. Ça peut contribuer à hausser la chaleur ambiante de 10 degrés Celsius. Ce que nous, on voit dans les urgences, c'est effectivement un impact au niveau de la morbidité, mortalité, surtout dans les centres-villes, dans les zones avec les pollutions plus élevées, les milieux moins favorisés, des populations vulnérables, des personnes qui vivent seules, à mobilité réduite. Et il y a un impact qui est majeur chez les gens atteints de problèmes respiratoires, cardiovasculaires, neurologiques et psychiatriques. Et c'est souvent en partie à cause des médicaments qu'on leur donne qu'on doit aussi adapter. Les vulnérabilités, on en a déjà parlé. Je vais aller plus précisément à la mortalité à Montréal à l'été 2018. Donc, mortalité qu'on estime vraiment liée à la chaleur, 66 personnes. Vous me direz, ce n'est pas beaucoup, mais c'est ce qu'on estime comme vraiment une mortalité secondaire à la chaleur. Et vous voyez que le 2/3 était dans les îlots de chaleur bien connus de Montréal, que le 2/3 avait plus de 65 ans, que près du 3/4 avaient des maladies chroniques et de façon intéressante, près de 25 avaient des problèmes psychiatriques et prenaient une médication importante. Alors, je vais aller, évidemment, François nous en a parlé abondamment. La seule chose que je veux mentionner, c'est que le risque de décès lors de vagues de chaleur, le risque relatif est de 2,5. Donc, lors de vagues de chaleur, le risque de décès par mortalité cardiovasculaire est nettement plus élevé. Côté pulmonaire, c'est intéressant. La mortalité est plus élevée par maladie pulmonaire obstructive chronique décompensée par pneumonie. Les hospitalisations sont plus élevées chez les MPOC, mais évidemment, il y a une association avec la pollution, le smog, l'ozone, on en a parlé, le NO2, PM2,5, les particules. Quand on fait des études et on regarde l'impact de la chaleur et de la pollution, évidemment, il y a une collinéarité importante et l'association entre la chaleur purement et la mortalité est plus faible, dans certaines études nulles. De façon assez intéressante pour ce qui est des crises d'asthme, dans les milieux chauds et humides, mais non pollués, en fait, en Australie, il y a moins de crises d'asthme dans les journées chaudes. Donc, c'est pas si noir-blanc et c'est pas si clair que ça pour ce qui est de l'asthme. Je vais parler d'un point dont on parle moins souvent, c'est l'aspect métabolique et rénal. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans nos urgences l'été. Donc, de plus en plus de personnes avaient des problèmes de déshydratation, d'insuffisance rénale aiguë, de troubles électrolytiques et d'hypernatrémie avec la mortalité associée, plus de coliques néphrétiques, donc de pierre au rein chez les 65 ans qui sont déshydratés. Et on va aller un peu au Rhode Island parce qu'il y a, de façon intéressante, pas mal d'études qui viennent du Rhode Island. Et ce dont on se rend compte, c'est que lorsqu'il y a une hausse de la température moyenne dans les journées de 75 à 85 degrés Fahrenheit, il y a une admission de près de 20 des patients qui se présentent avec, entre autres, de l'insuffisance rénale aiguë, mais 60 de patients qui se présentent avec spécifiquement une insuffisance rénale aiguë. Donc, c'est quelque chose de très prévalent. Et en fait, une autre étude australienne qui nous montre qu'il y a un risque de décès par problème de balance liquidienne électrolytique ou acétobasique significativement plus élevé dans les journées chaudes. Et les admissions pour le diabète sont élevées. Pourquoi? À cause de la maladie elle-même ou de problèmes, évidemment, de déshydratation de balance liquidienne. Regardez simplement ceci dont on ne parle pas beaucoup, c'est la question de l'hypernatrémie. L'hypernatrémie est associée à une mortalité significative, donc 26-65 et les secondaires, soit à la perte d'eau ou à la prise excessive de sodium, et c'est souvent lié à des interactions médicamenteuses. Une petite étude de rétrospective en Irlande, c'est pas mal dans nos genres de latitude, chez les 65 ans et plus, et pour une vague de chaleur modérée, c'est 27 degrés pendant 10 jours, la température au Irlande. Et à cette époque-là, normalement, est de 17 degrés. Mais on regarde les natrémies en 2018 lors de la vague de chaleur versus 2017 et l'hypernatrémie 3,6 versus 1,4 Et là, vous avez les valeurs de sodium chez ces patients-là en 2017 et en 2018. Donc, on voit vraiment qu'il y a un problème d'hypernatrémie qui est significatif. La morbidité aussi, par problèmes neurologiques, psychologiques, psychiatriques, sociaux, donc plus de complications chez les patients qui ont des scléroses en plaques, Parkinson, épilepsie,
psychologiques, psychiatriques, plus de problèmes d'anxiété, de dépression, plus d'hospitalisation. Et les patients qui prennent des antipsychotiques ont un risque de décès significativement plus élevé lors de hausses de chaleur. Et comme on en a parlé un peu tantôt, plus d'accidents. La vigilance et la dextérité manuelle chez travailleurs et travailleuses est moindre dans les températures très élevées. Et même, on a noté plus de violence dans les vagues de chaleur dans les villes. Il y a quand même certains points qui sont un peu controversés encore. Périnatale, est-ce qu'une femme dans le premier trimestre exposée souvent à des vagues de chaleur, donc 3-4 vagues de chaleur dans l'été, a une issue défavorable à la grossesse? Certaines études semblent montrer qu'il y a plus de prématurité, plus de bébés de petits poids. C'est un peu controversé. Et en pédiatrie aussi, ben, les enfants sont plus vulnérables, sont plus proches du sol, donc plus de chaleur radiante, s'hydratent moins, et la réponse à la sueur est immature. Ce n'est pas encore toute la littérature qui est du même avis, mais il n'y a pas beaucoup de travaux dans ce domaine-là. Et les médicaments, gros problème. Le tiers des médicaments usuels peuvent avoir un impact délétère en cas de chaleur importante et de déshydratation. Et il y a très peu de connaissances. C'est quelque chose dont on parle pas ou peu dans le milieu médical. Alors, si on regarde maintenant la mortalité, étude au Rhode Island, drôle d'État, hein, 1 million de personnes avec un âge moyen de 40 ans, ce n'est pas tout à fait Montréal, mais on a regardé entre 2005 et 2012, les journées avec des températures maximales de 75, on a comparé 75 et 85 degrés Celsius, une hausse des visites de 1 à 2 lorsque les journées sont plus chaudes pour toute cause, mais de 23-24 à cause de la chaleur et une admission plus élevée chez les 65 ans et plus. Et c'est ce que vous voyez ici. Donc, vous voyez les températures moyennes, 75 à 85, cardiovascular disease, problèmes respiratoires, problèmes rénal et insuffisance rénale aiguë spécifiquement et all-cause death. Donc, une augmentation de la mortalité, donc quand la température passe de 75 à 85. Et si on fait les projections dans un horizon 2050-2100, vous avez ici les modélisations du GIEC, donc 4,5 ou 8,5. Je vous rappelle, 4,5, c'est une hausse vraiment modéré des températures, un contrôle du CO2 assez sévère. 8,5, c'est le business as usual si on continue avec les pires scénarios. Et vous voyez à ce moment-là qu'à l'horizon 2100, les visites aux urgences vont augmenter de façon importante, problèmes de déshydratation et mortalité. Alors ça, c'est pendant l'été. Qu'est-ce qui se passe globalement dans nos latitudes sur un an? C'est intéressant parce que le tableau n'est pas noir-blanc encore. Quel est l'impact global des changements climatiques sur la morbidité et la mortalité? Il va probablement avoir une diminution de morbidité et mortalité l'hiver. On va avoir heureusement moins de patients itinérants, de patients qui vivent seuls, de patients qui vivent dans des patients dans des milieux défavorisés avec un chauffage inadéquat. L'impact dans les villes et les campagnes va être variable. Et ce qu'on voit dans le fond, c'est qu'il va y avoir plus de visites dans les urgences, mais peut-être moins de décès secondaires à l'hypothermie. Alors, c'est des courbes en U que je vous présente un peu ici, dans le fond. Alors, les deux modèles, les visites au Rhode Island et les visites à Boston. Boston, ça ressemble à ça à Montréal en termes de population et de climat. Et ce que vous voyez ici dans les deux scénarios, c'est la hausse des visites à l'urgence à cause de la chaleur, mais la diminution des visites à l'urgence parce qu'il va faire tout simplement moins froid. Et vous regardez les décès, donc une petite hausse de décès à cause de la chaleur, mais moins de décès parce qu'on va avoir des hivers un peu moins rigoureux. Donc, globalement, sur une année, en termes de décès, peut-être que dans nos latitudes, en fait, ça ne sera pas si mal, mais je pense que la façon de le voir, c'est beaucoup plus de voir le problème de surmortalité, de morbidité importante l'été. Gros problème, c'est que le problème est méconnu des cliniciens, peu diagnostiqué, et comme François le disait, on n'enseigne pas beaucoup ceci dans les facultés. Là, on travaille avec les facultés de médecine pour intégrer les changements climatiques dans les modèles d'enseignement. Ça se fait lentement. Ce qu'on voit souvent, et c'est notre quotidien, c'est des personnes âgées qui se présentent pour une détérioration de l'état général, des anomalies de laboratoire. Qu'est-ce qu'on fait? On les réhydrate et finalement, malheureusement, on les retourne rapidement dans leur milieu et on n'est pas conscient
de tout le contexte souvent social. L'urgence est sous pression, on fonctionne à grande, grande vitesse et c'est malheureux parce que je pense que s'il y avait plus de connaissances et de plus de sensibilité à ces choses-là, on ferait un travail nettement meilleur. Alors, vous savez que lors de canicules dans les CHSLD, la surmortalité est élevée. Alors, je vous mets un peu dans le scénario de quelqu'un qu'on retourne dans son milieu, qui n'est pas en CHSLD, ce n'est pas très, très rare qu'il revienne une semaine, un mois après, dans un état absolument catastrophique. Un petit mot à propos de quelque chose que je ne voyais pas quand j'ai commencé à pratiquer il y a une trentaine, quarantaine d'années, ce qu'on appelle les coups de chaleur. Les coups de chaleur, ça a une mortalité élevée. C'est ce qu'on voyait chez les marathoniens. Alors, des jeunes en santé avec une préparation, une hydratation non optimale qui montaient des températures de 40, 41, 42 et qui arrivaient avec une défaillance multisystémique et qui en décédaient. Bien, maintenant, on en voit, c'est plus des coups de chaleur classiques chez des personnes âgées, multi-hypothéquées qui prennent plusieurs médicaments et qui nous arrivent avec des températures comme ça et qui en décèdent. Autre phénomène qu'on voit, les travailleurs migrants l'été à des populations donc, qui viennent d'Amérique centrale, qui viennent travailler chez nous, qui ne parlent pas la langue souvent. Et c'est quelque chose qu'on a vu depuis quelques années, donc particulièrement chez les femmes, qui s'hydratent peu, qui ne boivent pas beaucoup. Il n'y a pas de latrine, qui ne peuvent pas aller uriner et finalement, qui arrivent à la fin de la journée avec des coups de chaleur compensés ou décompensés et une morbidité, une mortalité secondaire. Alors, il y a des populations qui sont particulièrement à risque et ce n'est pas seulement dans les villes. Je vais aller rapidement sur les programmes de prévention. Il y a énormément de choses qui se font de façon très intéressante. Au Japon, ils ont cet appareil-là, les Wet Bulb Low Temperature, dans les écoles primaires. Et c'est les enfants des écoles primaires qui alertent la population sur les vagues de chaleur. C'est de beaux petits projets dont on peut s'inspirer. Évidemment, nous, on a Ouranos ici et il y a plusieurs villes au Québec qui ont des systèmes de surveillance. Alors, bref, en concluant, les îlots de chaleur, c'est véritablement un problème de santé publique auquel il faut s'attaquer et ça ne sera pas les médecins qui vont évidemment diminuer beaucoup, beaucoup la morbidité et la mortalité. Et vous connaissez toutes les façons de combattre les îlots de chaleur et je pense que la population médicale maintenant doit s'impliquer à ce niveau-là, au niveau de la conception des villes. C'est ce qu'on essaie de faire chez nous pour diminuer la mortalité et la morbidité. Simplement, un mot avant de terminer, c'est un peu une annonce. Vous savez que notre système de santé génère à peu près 5 des GES émis au Canada et qu'il y a plusieurs juridictions dans le monde, dont l'Angleterre, le NHS, qui demande que le gouvernement vise la carboneutralité à l'horizon 2040 pour le système de santé. Alors, on a mis sur pied un réseau de santé durable qui va être officiellement lancé en janvier et il y a une pétition en cours en ce moment à l'Assemblée nationale pour demander aux ministres et aux ministères de viser la carboneutralité dans le réseau de la santé à l'horizon 2040. Alors, je vous invite à aller voir sur le site des pétitions ou sur le site de différents groupes, là, la Planète Saint-Vincent-CP ou l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Il y a des lettres qu'on peut signer au ministère. On vise 10 000 noms d'ici peu. Je pense qu'il faut faire du ménage dans notre cours et une des choses qu'on peut faire certainement le plus, c'est participer à nos comités de santé durable des CSSS pour au moins diminuer l'impact, faire quelque chose de très concret, donc diminuer l'impact dans nos milieux. Et avec ça, je termine ma présentation. Merci bien.